continuaient pour autre chose, surtout qu'ils sentaient bien que l'autre chose ne viendrait pas, étant donné que personne ne voulait qu'il vienne autre chose. Enfin, c'était clair, il y a quand même eu des mots malheureux de désorganisation de gauche. Au bout de 8-10 jours, il s'est institué une critique. Il critiquait un peu tout, les mouvements étudiants. Les étudiants, c'était normal qu'ils viennent avec nous dans certaines manifestations. Seulement, ils ont eu une attitude provocatrice qui s'accordait pas, en fin de compte, avec notre conception, avec la conception qu'on a, nous, dans la classe ouvrière de la lutte. Hein, on les a vus venir avec des casques, avec des triques. Peut-être qu'on est toujours le gauchiste de quelqu'un. À Saint-Étienne, cependant, les grévistes cégétistes, désavoués par leurs camarades des deux autres centrales syndicales, passaient à la contre-attaque et attaquaient les CRS à coups de pierre, de boulons et de barres de fer. Au début, il y a eu un certain malaise, il faut bien le reconnaître. Certains travailleurs de chez Renault se sont mêlés aux étudiants pour aller affronter les forces de police. Ça, ils se sont laissés tromper, ils ont cru vraiment que les étudiants venaient. J'entends étudiants entre guillemets, hein, parce que j'ai vu des groupes de véritables étudiants qui, au moment de l'affrontement, sont tout simplement partis en nous disant « Nous, on n'est pas venus pour ça. On était venus pour vous aider, mais non pas pour nous battre. » D'ailleurs, c'était un service très bien organisé. Hein. Ils avaient vraiment fait les choses, service de santé en tête. Hein. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'ouvriers qui étaient devant les cars. Il y a d'autres qui étaient partis manifester devant l'usine. Les flics, ils ont sorti d'un seul coup de l'usine et ils nous ont poursuivis dans les champs, enfin jusqu'au haut de la ville pour commencer, à coup de grenade, mais à coup de grenade, obligés de reculer. Et c'est dans l'après-midi justement qu'ils ont noyé le gars de Melun, l'étudiant. Ils sont sortis du cœur, ils ont foncé directement sur les gars qui étaient alignés en rond. Ils sont foncés dessus, ils ont cerné, alors les gars pour pas être pris, ils ont sauté directement dans la scène. Et là, ils les empêchaient de venir parce qu'il y a un qui a sorti son revolver. On a failli le lâcher d'ailleurs celui-là. Si le maire des Mureaux n'était pas venu, celui-là on le lâchait. Il y a eu des élections sitôt après le mouvement. Ce fut un échec pour nous. Mais pourquoi que ce fut un échec aussi? Il y a eu la crainte, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est vrai, quoi. Il y a eu la crainte chez les gens. Qu'est-ce qu'on leur montrait à ce moment-là, tu sais, 4-5 bagnoles calcinées, des machins. Je sais qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais 4-5 un soir, même si le lendemain c'était les 4 mai ou je sais pas quoi, il y a eu vraiment beaucoup de choses de montrer à la télévision. Et, si tu veux, c'est des gars calmes, enfin je sais pas, qui réfléchissent peut-être pas vite, mais pour un rien quand même c'est farouche, si tu veux, c'est comme un escargot, enfin ils reviennent vite dans leur coquille. Et ça, si tu veux, ça leur a foutu la trouille. C'est sûr qu'elle place à la trouille, parce que finalement ce qui était menacé là, si quelque chose était menacé violemment, mais c'était pas eux, c'était plutôt la bourgeoisie. C'était les possédants, hein. Oui. C'est vrai, c'est clair, mais là ils croyaient que, enfin l'anarchie, tu vois, que la bouffe, est-ce que dans les magasins, il y allait encore avoir longtemps pour pouvoir acheter? Tu vois, c'est pas grand-chose, si tu veux, mais je crois que c'est important. En définitive, quelle était la vision que la France entière avait chaque fois que la télévision pouvait projeter des voitures brûlées, pouvait projeter des paris en feu? Enfin, brûler des voitures, saccager un pays, que même les Allemands nous ont... Moi, je ne sais pas pour les Allemands, mais les Allemands nous ont évité de détruire Paris. Et un individu vient et nous détruit un pays, la Sorbonne, mettre le feu. Enfin, non, c'est abominable. Ils veulent mettre le feu à la Sorbonne, ils mettent le feu partout. C'est abominable de faire des choses pareilles. Lui aussi, là. Avignon, juillet. Le mouvement a enfin trouvé son ennemi principal, Jean Villard. Et par la même occasion, le slogan le plus stupide d'une époque pourtant compétitive, Béjart, Villard, Salazar. Ta gueule! Il veut parler! Je n'ai qu'une chose à dire, on n'a jamais interdit le spectacle du living. Du living a été joué 3 soirs de suite en son entier. Et jamais on n'a demandé l'interdiction de la pièce du living à l'intérieur du cloître des Carmes.
Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, c'est évidemment. Je me souviens de la solitude de Villard. Je me suis demandé où étaient à ce moment-là tous ceux qui l'avaient aidé, dont il avait monté les pièces, pour qui il s'était battu. Bien sûr, c'était le reflux, le moment des amertumes et des folies, dont certains ne sortiraient jamais. C'était quand même une curieuse fidélité à l'esprit de mai que d'en désespérer si vite et de se venger à l'aveuglette des ruettes de l'histoire. Mais de toute façon, l'histoire ne s'écrivait pas en Avignon, l'été 68. Elle s'écrivait à Prague.